Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée politique de Platon. J'ai déjà consacré plusieurs enregistrements à la pensée politique de ce dernier, qui est fondamentale, mais j'aimerais l'approfondir encore un peu avec vous, car sa pensée politique a subi quelques mutations non négligeables dans les ouvrages ultérieurs à la République, que sont le politique et les lois. Deux grands dialogues de Platon parfois laissés dans l'ombre de la République. Et surtout, on a vu que la valorisation platonicienne du modèle aristocratique n'était pas sans impasse. Si la démocratie est le gouvernement des sophistes qui règnent par l'opinion et qui font se complaire le peuple dans les apparences au lieu de les élever à un certain idéal, que la tyrannie reste le pire régime politique possible, mais que le régime aristocratique ou un philosophe roi gouvernerait semble impossible à mettre en place, que faire ? En effet, d'une part, le plus sage qui serait hypothétiquement le philosophe peut s'estimer digne de gouverner, mais s'il n'est pas reconnu comme tel par le peuple, qui demeure indiscipliné et non éduqué, on imagine mal que le philosophe roi puisse arriver au pouvoir un jour. D'autre part, et c'est bien un problème de taille, comment être sûr que le philosophe roi, qui possède la vertu de justice, soit bel et bien incorruptible et respecte toujours bel et bien les intérêts du peuple? Si on avait pu donner du pouvoir à Socrate, par exemple, que Platon considérait comme le plus sage des Athéniens, est-ce que Socrate ne se serait pas petit à petit changé en une sorte de diablotin ? C'est donc un double problème que Platon a tenté de résoudre dans le premier ouvrage qui va nous intéresser, à savoir le politique. Comment faire en sorte que le manque de popularité du philosophe ne l'empêche pas de gouverner d'une certaine façon la cité, et comment faire en sorte que celui-ci ne soit pas corrompu tôt ou tard, malgré sa grande perfection, par le pouvoir. En passant, on va voir que Platon met le doigt sur d'autres problèmes, notamment l'inefficacité du philosophe pour gouverner. Donc tout d'abord, il faut définir la politique. Platon la définit comme une science théorique, et, en appliquant la méthode de la division, la caractérise comme une science qui commande en son nom les êtres animés par opposition aux êtres inanimés. Je précise au cas où que je vais vraiment aller à l'essentiel, que ce soit pour le politique ou les lois. Je vais pas rentrer dans des détails qui sont vraiment très pénibles. Donc, mais bon, c'est pas, voilà, c'est un gage d'effort synthétique que j'ai manifesté. Donc, il faut préciser que le politique de Platon est un dialogue proche de la dernière période de la vie de celui-ci, et qu'il ne s'agit plus pour Platon d'y dresser ce que serait la cité idéale, comme dans la République, mais d'établir ce que serait le meilleur régime politique possible, bien qu'imparfait. Platon recourt à des mythes et à des analogies pour faire comprendre la spécificité du politique qu'il conçoit d'abord comme un pasteur royal. Le peuple étant comparé à un troupeau, la frontière entre un roi pasteur qui imposerait une seule direction possible à son troupeau et un tyran est floue. De plus, le pasteur ne fait pas que nourrir son troupeau, il le surveille et le soigne également. Platon fait donc plutôt appel ensuite à l'analogie du médecin, analogie essentielle dans le politique qui rendrait davantage compte de la spécificité du politique. En effet, le politique a beau être un dialogue compliqué, reposant sur des divisions à n'en plus finir et des digressions régulières, il n'en demeure pas moins important pour saisir l'évolution de la pensée politique de Platon, et même l'évolution de la pensée de Platon, qui désormais s'exprime par le biais de la figure de l'étranger, et non plus Socrate, qui apparaît ici incarné par un certain Socrate le Jeune. On peut légitimement penser que Platon met à distance l'héritage intellectuel de son maître, pour développer une pensée plus personnelle encore que par le passé. Le meilleur gouvernement possible sera humain, et sera donc nécessairement imparfait. Platon considère que la politique ne peut s'exercer selon des lois figées et perpétuellement valables à cause du changement concernant les besoins du peuple. Je précise bien ici que quand je parle de lois qui sont des lois humaines, des lois qui sont déterminées d'un point de vue historique.
On verra qu'à la fin, Platon envisage un autre type de loi qui n'a plus rien à voir avec celle-ci. La figure du médecin prend ainsi tout son sens. Si les besoins du patient changent entre deux consultations, le médecin devra changer de prescription pour soigner son patient. Il en va de même du politique dans son élaboration des lois qui doit faire face aux aléas et aux changements, point qui sera régulièrement creusé plus tard par Machiavel, quitte à forcer les patients ne voulant pas prendre leurs médicaments. Toutefois, Platon demeure plus ouvert à la participation du peuple dans l'exercice du pouvoir politique qu'auparavant, car il estime qu'une personne disposant de solides connaissances théoriques en médecine serait tout aussi qualifiée pour soigner quelqu'un que le médecin qui exercerait déjà sa profession. Du moins en théorie, on va voir quand même que Platon valorise le médecin qui pratique son métier régulièrement. Ce n'est donc plus un seul homme qui gouvernerait la cité, mais un homme politique aidé de différents citoyens éclairés, pouvant avoir un avis potentiellement pertinent dans l'élaboration des lois. Toutefois, Platon ne valorise nullement la démocratie et considère la monarchie comme le régime le plus proche d'une cité modèle. La démocratie est tout juste, on va dire, valorisée de façon relative par rapport à la tyrannie. Il dit que la démocratie restant bien moins nuisible que la tyrannie ne faisant ni grand bien ni grand mal au peuple, du fait de la trop grande médiocrité des personnes qui la dirigent, un pouvoir éparpillé entre différentes mains a moins de chances de devenir une dictature, puisque ce n'est pas un seul homme qui détient l'autorité politique, mais il ne donnera jamais lieu à la moindre forme d'excellence, puisqu'aucun citoyen, se démarquant réellement des autres, par sa science, ne gouverne. Dans le cadre de l'analogie du médecin, le bon médecin se doit de forcer son patient à prendre son remède si nécessaire. Il ne peut pas se permettre d'attendre qu'il le fasse, puisque la vie de celui dont il s'occupe est en jeu. Par analogie, il en va de même pour le législateur. Il n'y a pas de place pour le temps à la négociation. Pour que le pouvoir mis en place ne soit pas ralenti ou gêné, il est nécessaire que le peuple possède une obéissance rapide et sans faille, allant de pair avec l'exercice du pouvoir du législateur. Ainsi, Platon en vient à l'idée controversée selon laquelle le dirigeant devrait gouverner le peuple de la meilleure façon sans que son consentement soit nécessaire. Toutefois, l'expérience politique du dirigeant, qui ne se limite pas à un simple savoir théorique, par définition, suffit à légitimer qu'un seul homme exerce le pouvoir, car sa compétence demeure supérieure à celle d'un simple citoyen amateur de politique, qui disposerait d'un grand savoir théorique. C'est en gouvernant que l'on devient un bon dirigeant. Regarder en boucle les débats sur BFM TV et prendre des notes n'est pas suffisant pour Platon. Ainsi, le pouvoir en place peut être conseillé, mais il sera toujours celui qui doit s'imposer en toutes circonstances, car fondé sur la compétence technique en tant qu'art. D'où l'autre grande analogie de Platon, ici, qui est celle du tissage. La cité est-elle un tissu composé de différents matériaux, tous très différents les uns des autres, et le politique est un tisseur. Il va assembler les différents matériaux en question, qui semblent opposés de prime abord, pour en faire un seul et unique tissu, qui aura une belle unité harmonieuse. Pour le résumer, gouverner, c'est faire de l'un avec du multiple, et s'adapter aux besoins spécifiques de la multitude en fonction des circonstances, pour la garder unifiée en un tout. Par exemple, une cité où régneraient différentes formes de communautarisme, et où les uns et les autres passeraient leur temps à voir dans ceux qui ne sont pas de leur groupe des ennemis potentiels, ne serait pas une cité modèle. Le tisseur derrière ce carnage serait un bien mauvais tisserand d'après Platon. C'est donc la pratique politique qui demeure supérieure à l'art législatif qui consiste à faire des lois, ce qui demeure un cas à part dans la pensée politique de Platon, qui décrit le bon gouvernement comme, je cite, celui d'homme qui donne à la puissance de l'art
la supériorité sur les lois. En 297A 300 CD de l'édition GF, en effet, les lois sont comparées à, je cite, un homme présomptueux et ignorant qui ne permettrait à personne de rien faire, qui s'écarte de l'ordre par lui-même établi, qui ne souffrirait pas non plus d'être questionné par personne, non pas même s'il devait venir à quelqu'un une idée neuve en dehors du texte que lui-même il a arrêté. Citation extraite de 293C. C'est pourquoi les lois constituent un savoir limité du point de vue pratique. Elles sont des prescriptions qui donnent lieu à des démarches à suivre en tout temps et en tout lieu, sans tenir compte d'éventuelles circonstances singulières, d'où l'évolution de la pensée de Platon ici, qui relègue l'art de faire des lois au second plan, derrière celui de l'art politique à proprement parler, qui consiste à diriger et à adapter les lois en fonction du contexte. Le problème étant qu'une telle fonction de très haute responsabilité est attribuée à un homme seulement politique et non plus également philosophe. Puisque comme nous l'avons vu précédemment, via l'analogie du tissage, qui ancre la politique dans la pratique, l'activité philosophique est séparée de l'activité politique. Ce qui signifie que tout philosophe, ou tout homme autre que politique, qui n'aurait qu'une connaissance théorique de ce que la cité doit être, et non un savoir pratique lié à l'expérience politique, puisqu'il ne l'a jamais réellement pratiqué l'art politique, ne peut intervenir directement sur la politique et doit accepter une constante coopération avec le dirigeant. C'est donc bien au nom d'un seul homme que les décisions sont prises. Non seulement l'homme politique n'est plus philosophe, mais simplement éventuellement conseillé par ce dernier, mais en plus, ce pouvoir absolu du politique, que semble vouloir maintenant Platon, est renforcé par la figure du pasteur, d'un troupeau composé d'hommes censés représenter le dirigeant de la cité et son peuple. Si on résume, Platon nous dit ici que la politique qui relève de la pratique n'a rien à voir avec la philosophie comme sagesse théorique, et qu'au mieux elle peut servir de conseillère mais jamais de gouvernante. Le philosophe roi que Platon nous avait vendu dans la République ne peut gouverner car il lui manque l'expérience du politicien pour inspirer la confiance au peuple, pas uniquement parce que le peuple serait trop stupide pour percevoir sa supériorité. Si on reprend l'analogie du médecin, on préférera toujours mieux se faire soigner par quelqu'un qui a déjà une grande expérience en matière de médecine et qui a déjà soigné des cas graves et difficiles, plutôt que quelqu'un de passionné de médecine qui l'aurait étudié à fond et se fait une certaine idée de ce que devrait être la médecine idéale. Cet homme politique modèle ne serait donc jamais que le résultat d'une concession de la part du peuple qui a besoin d'un dirigeant et qui, à défaut de trouver son idéal, le désigne lui en attendant, car il a besoin d'être gouverné par quelqu'un. À l'image du mythe de Cronos, dont j'ai déjà parlé dans un autre enregistrement, en l'absence d'un idéal divin, lorsque la divinité a abandonné les hommes et que ceux-ci furent obligés de travailler, il faut se contenter de ce que l'on a et développer ses propres moyens techniques. Le fait est que les institutions sont constamment l'œuvre de faits contingents à travers le temps et n'ont plus aucune prétention à l'intemporalité. En effet, il semblerait qu'il faille en quelque sorte s'adapter à son époque et aux lois et coutumes pouvant intervenir dans un nouveau contexte indépendamment de toute valeur de vérité absolue. On peut relever aussi bien, évidemment, l'importance des voyages de Platon en Sicile dans l'orientation de sa pensée politique, Platon ayant tenté justement de conseiller le tyran Dénie II, fils de Dénie l'Ancien. Il fut emprisonné par cette fripouille, puis sauvé par le pythagoricien Archytas de Tarente, qui lui rendit la liberté. Platon est donc exposé à un nouveau problème. Si ni la démocratie, ni la tyrannie, ni même un pouvoir détenu par un roi ne peuvent aboutir à un gouvernement qui, à défaut d'être idéal, soit un gouvernement durable,
qui puisse servir de modèle, alors faut-il renoncer définitivement à théoriser le gouvernement idéal ? Si le fait de laisser un praticien de la politique changer les lois selon ce qui lui paraît préférable pourrait laisser place à des dérives tyranniques et à une absence de dialogue possible avec la moindre forme de conseil extérieur, tout gouvernement est-il amené tôt ou tard à la corruption ? C'est ce problème que Platon aborde précisément dans son ouvrage politique de vieillesse se nommant Les lois, qui n'est pas le dialogue de Platon le plus étudié ou le mieux connu, et qui demeure plutôt difficile d'accès. Nous nous proposerons ici d'en montrer quelques idées novatrices dans la pensée platonicienne, sans avoir la moindre prétention à l'exhaustivité. C'est un dialogue de Platon très long, qui possède beaucoup de passages descriptifs de ce que serait la cité excellente selon lui, en termes de lois qu'il revalorise complètement sur la pratique politique elle-même. Platon va développer ici ce que l'on peut nommer une nomocratie, un gouvernement par les lois. Tout d'abord, Platon commence par dresser un constat accablant de ce qu'il estime être la nature humaine, et en particulier la faiblesse de sa volonté, signe de son imperfection. C'est l'analogie des marionnettes qui illustre ce point au livre 1 des lois, en 643a2, 644b5, toujours aux éditions GF, où Platon, après avoir défini l'éducation comme le plus grand bien qui puisse arriver au meilleur des hommes, et consiste à se faire obéir tout en sachant obéir, qui implique d'avoir une capacité de jugement rationnel nécessairement élevée. Et Platon, à partir de là, souligne le fait qu'une telle capacité, dont on peut supposer qu'un citoyen éclairé ou un législateur devrait théoriquement être doté, est problématique dans les faits à cause de la nature humaine essentiellement affective, ce qui est illustré par l'analogie de la marionnette. Selon cette analogie, l'homme est tel une marionnette soutenue par plusieurs fils, dont le moins résistant en or est celui qui l'incline à agir vertueusement, tandis que tous les autres sont faits de fer, sont bien plus solides et le font mal agir fatalement. Il faut imaginer un petit fil en or très fragile, qui a tendance à pas faire le poids face aux gros fils en fer qui sont très solides et qui amènent fatalement à prendre les mauvaises décisions. Donc je cite, « Nous sommes mus tantôt par le fil des plaisirs, dur comme le fer, tantôt par le fil de la raison et de la loi, le seul qui soit d'or et sacré. » Fin de citation. L'homme est donc rarement mu par la seule tendance vertueuse qui lui dicte le bien, car la tendance à suivre des plaisirs égoïstes et immoraux a plus de force et d'emprise sur lui. De fait, si un homme politique idéal apparaissait tel un homme providentiel, il serait tenté de modifier les lois tôt ou tard, et pourrait se laisser corrompre par des plaisirs et des intérêts privés, sans parvenir à ne pas toucher aux lois qui garantissent le bien-vivre de la cité. Mais de toute façon, un gouvernement dirigé par un philosophe a été jugé impossible à mettre en place dans le politique, comme on l'a vu, ce pourquoi le philosophe reste en retrait et ne fait que conseiller le législateur. Ce problème transparaissait déjà dans la République, lorsqu'au livre 6, où Socrate faisait face à une objection d'Adimante à ce sujet, disait déjà comment les philosophes pourraient-ils devenir rois alors que la cité entière finit par les accuser de perversité ou d'inutilité. Cette objection faisant écho de toute évidence au sort tragique réservé à Socrate, le maître de Platon, ne semble pas être surmontable en définitive, ce qui pourrait se comprendre symboliquement par ailleurs par le retrait progressif du personnage de Socrate au sein des dialogues de Platon, et le fait que ce dernier ait disparu de l'ouvrage des lois, accentuant par là même le mouvement de retrait du philosophe qui est mis en place ici. Platon expose ainsi son point de vue à présent par le biais de l'étranger d'Athènes. Si aucun individu ne peut gouverner, il faut que ce soit des lois qui gouvernent, les bonnes lois, celles qui ne nécessiteront pas de remaniement régulier par qui que ce soit et qui ne devront pas être modifiées par la décision arbitraire d'un homme.
Ces lois-là, nous allons voir qu'elles ne sont pas, comme on l'a évoqué auparavant, des lois issues d'un cadre juridique contingent qui en vaudrait un autre, mais ce sont des lois qui seraient d'inspiration divine. Cette idée d'une nomocratie est développée au livre 4 des lois, mais de quelles lois s'agit-il? Qui les élabore et comment cela fonctionne? Je ne vais pas détailler les multiples lois que Platon développe de façon précise et fatigante tout au long de l'ouvrage, car je ne suis pas fou, mais parmi ces lois, on notera le fait de lier le mariage à une descendance nécessaire, c'est-à-dire que le mariage devient illégitime si au bout d'un moment le couple en question n'a pas eu d'enfant, et de maintenir celui-ci en dessous de 35 ans pour les hommes, ou encore dans une veine moins saugrenue et plutôt progressiste pour l'époque, le fait d'accorder une même participation à la vie civique aux femmes, qui doivent avoir les mêmes droits que les hommes à ce niveau-là. Les lois doivent surtout renforcer les liens de solidarité entre les individus et les faire se détacher du seul intérêt qu'ils ont à cohabiter ensemble, via des devoirs préconisés par la loi. Il y aurait des devoirs envers la divinité, ceux envers les héros, et enfin envers ses parents, auxquels on est redevable d'être qui l'on est et potentiellement de son propre bien. On doit prendre soin d'eux quand ils sont âgés, et il ne faut pas manquer de s'assurer que leur mémoire soit toujours honorée une fois qu'ils sont morts. D'un point de vue utilitaire, les dieux ou encore les héros ne constituent pas un organe propre au déroulement d'une tâche quelconque dans la cité, pourtant ils doivent être vénérés car ils sont des modèles d'inspiration pour les citoyens et sont porteurs de valeurs positives pour la cité tout entière. C'est en ce sens que le fait de vénérer des entités non citoyennes, par seul devoir moral institué par la loi, inscrit la fraternité présente dans la cité idéale de Platon au-delà de tout intérêt purement fonctionnel, et permet de rester fraternel envers un citoyen qui ne serait plus apte à remplir ses fonctions. Il y a donc solidarité des nouvelles générations aux précédentes, ce qui s'oppose à une conception mécaniste de la cité où chaque pièce usagée serait changée et remplacée par une nouvelle dès qu'elle ne serait plus utile. Dès lors qu'un dieu ou un héros existe en tant que modèle, ils doivent être vénérés, ainsi que les anciens, par reconnaissance morale envers ceux-ci d'avoir servi d'inspiration pour le citoyen. On constate qu'une cité ne peut fonctionner que si elle a des valeurs communes et des modèles de vénération communs. Les lois elles-mêmes sont par ailleurs d'inspiration divine et dépassent en cela tous les hommes qui ne peuvent avoir la connaissance par eux-mêmes du bien et toujours le respecter. C'est un législateur qui devra se charger d'établir les lois conformes à l'harmonie que l'on peut percevoir en observant le ciel comme œuvre de l'intelligence divine même. Un collège de veille sera alors établi et composé de plusieurs citoyens suffisamment sages et âgés pour s'assurer que les lois d'origine divine édictées par le législateur seront bel et bien appliquées. Le divin est la mesure de toute chose, nous dit ainsi Platon au livre 4 des lois. Autrement dit, l'homme n'a jamais été et ne sera jamais la mesure de toute chose, car en lui et dans la cité qu'il habite règne le conflit, d'où la nécessité de se rapporter à un ensemble de lois et de principes qui le dépassent, qui dépassent sa propre condition et qui dépassent le législateur lui-même, ne redevenant qu'un simple citoyen comme les autres une fois les lois établies. Il n'y a pas d'homme politique ou de régime politique idéal, mais l'homme, par son intellect, peut se rapprocher de lois divines qu'il peut instituer et respecter dans la pratique. Il doit seulement veiller à ce que jamais aucun homme ne les corrompt et ne les pervertisse. Ainsi, l'humain doit s'effacer devant la supériorité du divin, qui est la seule à pouvoir commander, et la politique ne doit plus être son affaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet enregistrement portant sur des aspects moins bien connus de la pensée politique de Platon vous auront intéressé, et je vous dis à une prochaine fois.